La notion de malédiction des ressources naturelles est souvent évoquée pour rendre compte des problèmes multiples rencontrés par les États pauvres, aux institutions fragiles, mais richement dotées en ressources naturelles. On parle aussi de paradoxe de l'abondance. L'abondance en ressources se révélant de manière inattendue plutôt un handicap qu'un avantage. Cette expression a été utilisée il y a longtemps dans le Venezuela pétrolier des années 50 et est revenue au goût du jour à la fin des années 90, à l'aube d'un cycle de haut niveau des prix des matières premières. La malédiction des ressources naturelles n'est pas une théorie scientifique. C'est une lecture dominante des impacts de l'exploitation des ressources naturelles. On distingue trois grands types d'impacts de l'exploitation des ressources naturelles en termes économiques, de gouvernance et de conflit. Une quatrième dimension mérite cependant d'y être ajoutée. Il s'agit des impacts environnementaux et territoriaux que l'on observe à l'échelle plutôt locale. Cette question de la malédiction des ressources naturelles sera traitée en 3 vidéos. Alors ne ratez surtout pas cette mini-série. Pour les nouveaux, sachez que sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui sont à la recherche de partenaires financiers dans différentes activités, la Sonwad International est une bonne option. Nous sommes en partenariat avec eux et un ensemble de choses dans notre domaine nous sont simplifiées. Aussi, notre équipe offre des services de graphisme 2D et 3D, de montage vidéo, d'animation et de conception de sites internet. Si vous avez besoin de nos services, vous pouvez nous contacter via ce numéro. Vous pouvez aussi vous servir du lien WhatsApp qui se trouve en description ou tout simplement scanner ce QR code. Bonne vidéo. En termes macroéconomiques, plusieurs études réalisées à l'aide de grandes bases de données ont montré que les pays riches en ressources naturelles avaient globalement des taux de croissance économique plus faibles que la moyenne sur le très long terme. La notion de Dutch disease ou syndrome hollandais fait référence à la situation observée aux Pays-Bas à la fin des années 60, quand il s'agissait d'exploiter les gisements de gaz de Groningen. L'exportation du gaz et les recettes en devises associées avaient généré une appréciation du taux de change qui avait pénalisé les exportations agricoles et industrielles du pays. De même, on aurait observé une concentration des facteurs de production, c'est-à-dire le capital et le travail qualifié, sur ce secteur émergent de l'économie au détriment des secteurs traditionnels. On utilise donc de manière générale ce terme de syndrome hollandais pour désigner les effets négatifs sur les secteurs productifs déjà existants de la mise en exploitation de ressources naturelles. On observe aussi dans bien des cas que les économies basées sur l'exploitation des ressources naturelles sont peu diversifiées. Elles ont très peu de liens amont en termes d'approvisionnement, de sous-traitance, mais elles ont aussi très peu de liens aval. Les ressources naturelles extraites sont exportées sans transformation et ces économies demeurent donc très dépendantes des exportations. Ainsi, la volatilité des cours des matières premières est forte et constitue une menace pour ces économies. Elle dépend de l'évolution de la demande mondiale et reflète donc l'évolution des grands cycles économiques, mais elle reflète aussi des cycles conjoncturels. L'impact sur le prix des matières premières agricoles est sensible, mais aussi des crises géopolitiques à fort impact sur le prix des hydrocarbures peuvent se faire sentir. On peut penser ici à l'impact du conflit russo-ukrainien sur le prix du blé ou encore sur le prix du gaz russe. Les pays riches en ressources naturelles, à l'économie peu diversifiée, sont donc en situation de forte dépendance vis-à-vis des fluctuations des cours des matières premières. Cette dépendance se manifeste à travers ce que les économistes appellent les effets cliquets de la dépense publique. En période de hausse des prix, les gouvernements augmentent les dépenses. Il y a 3 modalités principales. Les gouvernements peuvent recruter des fonctionnaires, ce qui fournit une clientèle politique. Ils peuvent lancer des grands travaux d'infrastructure qui sont nécessaires, oui,
mais qui permettent aussi dans une certaine mesure d'alimenter la corruption. Et puis, ils peuvent fournir des subventions aux produits de première nécessité. Le riz, le blé, le sucre, l'huile, l'électricité, l'eau, ce qui permet de maintenir la stabilité sociale. Quand les prix se retournent, quand les prix des matières premières chutent, les gouvernements ne peuvent plus faire face à toutes ces dépenses. Les grands chantiers sont arrêtés, les subventions sont diminuées, ce qui crée des tensions sociales dans les villes. Ce qui conduit à un autre paradoxe. Les États sont contraints de s'endetter. En Afrique, on constate que lorsque les prix des matières premières baissent, les États les plus richement dotés en ressources naturelles sont amenés à s'endetter beaucoup et sont parfois parmi les plus endettés. Si vous êtes riche en pétrole, vous trouverez toujours un opérateur pour vous prêter beaucoup d'argent, même à des conditions peu avantageuses. L'opacité qui entoure la gestion des rentes tirées des ressources naturelles est favorable au clientélisme qui caractérise la plupart des systèmes politiques en Afrique. La rente dispense de la fiscalité. Si un gouvernement dispose de revenus élevés grâce à une rente tirée de ressources naturelles, il n'a pas besoin de faire payer des impôts. Le citoyen qui ne paye pas d'impôts n'est pas enclin à demander des comptes sur la manière dont les ressources publiques sont utilisées. La logique de redevabilité, d'imputabilité ne fonctionne pas. Dans un tel système rentier, avec en plus des citoyens qui sont souvent peu éduqués et un accès à l'information qui est limité, il est plus efficace pour des politiciens de corrompre des porteurs de voix, de donner un peu d'argent à des chefs traditionnels ou à des gens qui ont de l'influence, plutôt que de fournir des biens publics aux citoyens afin d'être réélus ou élus. La faiblesse des moyens de contrôle et de contre-pouvoir au sein de l'État, on entend ici le Parlement, la Cour des comptes et la justice, sont souvent peu fonctionnels, peu indépendants et même en dehors de l'État, la société civile, les médias, ne sont pas souvent au niveau d'influence qu'ils pourraient être. Tout cela favorise les détournements clientélistes de la démocratie. Les infrastructures restées inachevées que l'on voit un peu partout sur le continent expriment un peu tout cela. Elles ont peut-être été victimes de détournements liés à la corruption, ou bien elles ont aussi peut-être été affectées par le retournement des cours du pétrole ou de toute autre matière première, ce qui a amené à interrompre un certain nombre de chantiers. La notion d'État failli a été forgée par la Banque mondiale au début des années 90 pour désigner des États considérés comme des menaces pour leur population, mais aussi et surtout pour l'ordre international. Les États faillis, ce sont des États qui ne remplissent pas les fonctions attendues d'un État moderne, c'est-à-dire des fonctions régaliennes, le monopole de la violence légitime, associées à des fonctions de légitimation, fournir des biens publics, l'éducation, la santé, l'eau, etc., etc. Pour le politiste Soares de Oliveira, certains États pétroliers sont même des États faillis durables, car ils remplissent la définition des États faillis, mais en plus, leur rente pétrolière les rend durables. Elle leur fournit des moyens de coercition nécessaires à leur résilience, et ils sont en même temps soutenus par le système politique international qui a besoin d'États pour exploiter le pétrole. L'Angola sortant de la guerre civile au début des années 2000 illustre bien cette situation. C'est le deuxième producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne depuis très longtemps. Et à cette époque-là, il dépensait des montants insignifiants pour l'éducation ou la santé, alors que les dépenses militaires étaient 10 à 15 fois supérieures. La carte de l'indice de fragilité des États montre une réalité proche de celle des États faillis. De nombreux États parmi les plus fragiles en Afrique sont des États rentiers. Voyez le Nigeria, le Soudan du Sud, le Tchad, le Congo, l'Angola dans une moindre mesure, ou encore la Guinée. Autant de pays qui disposent de rentes élevées en matière d'exploitation des ressources naturelles, mais qui sont très fragiles. Si l'on considère maintenant les conflits
il y a eu très peu de conflits internationaux en Afrique dont le contrôle des ressources naturelles aurait été l'enjeu direct. Il y a eu certes un conflit frontalier de basse intensité entre le Nigeria et le Cameroun qui se disputaient la presqu'île pétrolière de Bakassi dans les années 90, mais la plupart des conflits autour des ressources naturelles sont des conflits internes. Le contrôle des ressources naturelles alimente la convoitise de certains acteurs politiques et le conflit vise alors à s'approprier la rente. La commercialisation des ressources permet de financer les conflits qui sont en moyenne plus longs et plus violents qu'ailleurs. Par ailleurs, la nature des ressources influence celle des conflits. Les ressources concentrées dont les gisements sont géographiquement concentrés qui exigent pour leur exportation des infrastructures coûteuses, mais dont les rentes sont de ce fait contrôlées par les États, donnent lieu à des tentatives de sécession. Ces tentatives ont connu des échecs au Katanga, au Congo, au début des années 60, de même qu'au Biafra au Nigeria. Plus récemment au Soudan du Sud, la tentative de sécession a été couronnée de succès et le Soudan du Sud a accédé à son indépendance en 2011. Les ressources diffuses qui sont à forte valeur et à faible poids, qui peuvent être exportées en contrebande sans infrastructure lourde et ainsi échapper au contrôle des États, alimentent plutôt des rébellions qui s'ancrent sur les périphéries des territoires. C'est le cas de l'or ou du diamant, mais aussi de minerais comme le coltan ou la cassitérite, très fortement exploités dans l'est du Congo et qui sont demandés par l'industrie électronique. On observe de nombreux conflits autour des sites d'exploitation des ressources naturelles. Ils ont parfois pour cause la mobilisation des riverains contre la mauvaise gestion par les entreprises des impacts locaux de l'exploitation, la consommation des terres et les pollutions qui sont mal compensées. Le mouvement du peuple Ogoni dans le delta du Niger au Nigeria dans les années 90 qui protestait contre les dévastations de l'environnement par les sociétés pétrolières occidentales, en l'occurrence Shell, en sont une bonne illustration. Mais parfois, les causes des conflits sont complexes. Les flux financiers qui sont censés compenser directement ou indirectement les impacts environnementaux des activités à travers le versement d'une part de la rente aux collectivités locales riveraines des sites, occasionnent des rivalités multiples et parfois des violences. À nouveau, le delta du Niger au Nigeria constitue un bon exemple. Le sabotage fréquent des oléoducs dénoncé par le gouvernement nigérian car il porte atteinte à une part importante de la production nationale, environ 10% de la production est volée, revêt des significations multiples. Il s'agit d'une protestation contre la pollution parfois. Il peut s'agir aussi d'une revendication de reconnaissance par des communautés ou des groupes désireux de recevoir leur part de la rente, alors qu'ils en étaient jusque-là exclus. Parfois aussi, il s'agit tout simplement de vols de pétrole liés au grand banditisme. Les activités extractives ont de multiples impacts négatifs sur l'environnement. Quelles que soient les précautions prises par les entreprises, ces industries sont toujours des industries sales, au sens où elles sont des industries à fort impact sur l'environnement. Un des principaux impacts concerne les prises de terre, la consommation de la terre par les infrastructures. Sur la photo, vous avez la base pétrolière d'ExxonMobil dans le sud du Tchad, qui, avec les 800 puits qui sont autour, consomme des superficies de terres agricoles importantes. Il en va de même pour les grandes mines. Ces activités extractives exercent aussi des pollutions diverses. Elles polluent l'air, notamment à travers le torchage, ce qui consiste à brûler le gaz de production associé à l'exploitation du pétrole. La pollution touche aussi les eaux à travers des rejets de polluants solides ou liquides divers. Des impacts multiples sont aussi liés aux mobilités qui environnent ces sites d'exploitation. On observe des circulations de véhicules de toutes sortes et des afflux de population dans des régions qui étaient jusque-là souvent des régions isolées, avec des impacts importants sur la faune sauvage, mais aussi sur la vie des populations qui vivaient des ressources naturelles, en particulier sur les populations d'éleveurs. En résumé, la malédiction des ressources naturelles est une lecture dominante des impacts de l'exploitation des ressources naturelles.
Elle s'applique particulièrement bien au champ des activités extractives dont l'archétype est le pétrole, mais elle concerne plus largement l'ensemble des ressources naturelles. Des soupçons convergents sont à l'origine de cette malédiction des ressources naturelles et reposent sur des impacts avérés dans un grand nombre de situations. Cependant, la malédiction des ressources naturelles n'est pas à prendre pour argent comptant. D'autres lectures des relations entre ressources naturelles et développement sont possibles. Et c'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo.